C'est parti, mesdames et messieurs, pour cet avant-match des séries du Cool FM. Très content de vous retrouver encore une fois avec Maxime Duquette. Bonjour, Maxime. Bon matin, Jean-Michel. Est-ce que tu t'es remis de tes émotions d'hier? Écoute, quel match pour débuter. Tu sais, on en parlait un peu, puis il y a des gens qui nous en parlaient aussi sur la galerie de presse. J'avais presque l'impression de vivre un match contre Tedford en finale il y a 2 ans. Est-ce que c'est simplement parce que le jeu a tellement évolué en 2 ans puis que c'est encore meilleur? Ben écoute, moi je dois, puis on a parlé aussi hier, mais je suis quand même étonné de la façon que c'est parti cette série-là. Tu sais, d'habitude, une série, oui, tu sais, ça brasse un petit peu, mais tu sais, ça va tout le temps en effet crescendo. Tu sais, on va en montant, puis rendu match 4, 5, 6, là, c'est là que tu sais, on s'aime vraiment pas à la face, puis là, c'est là que ça brasse un peu plus. Mais hier, dès la première mise en jeu, Maxime Chagnon et Pierre-Cédric Labrie qui en avaient plein les bras, les deux, là, on se donnait des coups de bâton. En fait, les trois périodes, ça a commencé Ouais. de la même façon. Les deux étaient à côté, un à côté de l'autre, puis ça se piochait avec des coups de bâton. Puis j'ai été quand même agréablement surpris de la manière qu'on a répondu du côté de Québec. Moi, c'était ma crainte, comme je t'avais mentionné hier pendant la web, que je trouvais pas que c'était une équipe qui était robuste en saison régulière, du moins dans les matchs que j'ai vus. Mais ils ont vraiment tenu tête là, au Cool FM qui, eux, c'était peut-être plus eux les agresseurs au niveau des mises en échec, mais du côté de Québec, là, on n'hésitait pas à répliquer puis à bousculer. Puis après les sifflets, justement, là, même si on est allé des fois là, au-delà de la légalité là, à certains moments là, du côté des deux équipes là, à ce niveau-là. Mais j'ai quand même été très étonné de cette intensité-là pour le match numéro 1. Puis comme on se disait, tu regardes Québec actuellement, puis ils n'ont pas l'air d'une équipe de dernier rang. Là. Lorsqu'ils ont un alignement complet, s'il y avait eu cet alignement-là depuis le début de la saison, est-ce qu'ils auraient fini dernier? Peut-être, mais ça n'aurait pas été avec un gros écart là, avec les autres équipes comme ça a été le cas. Là. Ouais, exactement. Puis tu sais, je pense que les deux équipes sont bien coachées, là, puis sont bien préparées. Quand un Kevin Cloutier qui est super actif derrière le banc hier, là, a beaucoup parlé avec ses joueurs, était debout sur le banc, disait aux gauches placés sur la mise en jeu, de bien voir où Francis Faré était situé notamment, couper la ligne de tir de l'abri aussi, puis Picard aussi était super actif derrière son banc. Je pense que c'est un mélange de tout ce que tu as dit, plus justement la préparation des gars qui étaient toujours prêts quand ils étaient sur la glace, mais ils sont autant plus en tant que coach. Sinon, si on regarde qu'est-ce qui s'est produit dans la rencontre en tant que tel, écoute, on a eu en saison régulière là, des festins offensifs. Là, on se rappelle les deux derniers matchs là, au Centre sportif Lac-Ouattutil. On a eu un 7-4 et un 7-6 en prolongation. Et là, ça a été le match le moins offensif de la soirée. Et bon Dieu qu'il n'y avait pas d'espace, Jean-Michel. C'est fou comment il n'y avait pas d'espace. Puis tu regardes les buts qui ont été inscrits. Là, le premier but de Charles Tremblay, c'était même pas une chance de marquer A+, si on veut. C'est un lancer frappé qui est parti du haut des cercles des mises en jeu. Comme Marcel, puis moi, on avait discuté, là, je pense que c'est tout simplement que Tristan Côté, Cazenam, n'a pas vu partir le lancer parce qu'il y avait un joueur là, qui lui cachait la vue, donc ça n'a pas aidé. Le deuxième but, ça a été toute une pièce de jeu de Gabriel Chabot, mais on va revenir là-dessus parce qu'évidemment, ça a été un but un peu controversé. On va y aller avec des explications un peu plus tard, là, mais encore là, ça a été un travail individuel de sa part, mais ça n'a pas été, c'était pas une grosse chance de marquer. Ben, il était quand même presque seul devant le gardien, fait que mettons, on peut dire que c'est une chance de qualité si on veut, mais il a fallu qu'il travaille son but. Ah ouais. Puis le but de Francis Paré, ben, ça a été une passe parfaite transversale là, qui a ensuite fait un tir sur réception pour déjouer le gardien là, au G. Mais tu sais, des échappés, il n'y en a pas eu vraiment. Des 2 contre 1, pas beaucoup non plus. Quand il y avait des surnombres de 3 contre 2, on réussissait à couper ça assez rapidement du côté de l'équipe qui défendait. Puis j'ai comme l'impression que ça va être des matchs où, puis là, hier, ça n'a pas été le cas parce que les trois équipes, on n'a pas inscrit bien l'avantage numérique. Mais lorsqu'on aura des 5 contre 4 du côté des deux équipes, je pense que ça va falloir frapper là-dessus parce que des buts à 5 contre 5, d'après moi, il n'y en aura pas tant que ça. Là. Ouais, exact. Puis en plus, le but de Francis Paris, c'est une passe parfaite, mais il y avait eu à peu près 2 minutes là, de bataille dans le coin entre les 5 joueurs de Saint-Georges et les 5 joueurs de Québec. On avait retiré le gardien, donc Francis C'était avait réussi, pardon, c'était à. presque un avantage numérique, si on veut. C'était un 6 contre 5. Là. C'est ça, exact. Fait que, tu sais, puis, tu sais, ça a tellement duré longtemps, on n'était pas capable de marquer. Puis, je pense que c'est Labrie qui a bloqué une rondelle. Francis Paré a touché une rondelle un peu au vol, qui a réussi à la faire dévier. Donc, Québec ont bien géré le temps quand même là, en fin de période. Puis,
tu vois quand même l'expérience des gars, là, ça, il faut leur donner le crédit. Là. Il restait quoi, 2-3 minutes, puis les joueurs de Québec paniquaient pas. Ils savaient qu'il y avait encore du temps quand ils ont marqué. Ça n'a pas été une grande célébration. On sait pas. Puis quand on est retourné au banc, on n'avait pas la tête entre les deux jambes, si je peux prendre l'expression. On savait qu'on avait encore du temps pour attaquer. Puis on a attaqué jusqu'à la fin. Là, fait que il y a pas y a pas un moment que le coup FM va pouvoir dire hey, c'est mission accomplie, c'est terminé. Si le score est de 1-0, 2-0, 2-1, là, très proche, là, va falloir rester sur nos gardes jusqu'à la fin. Mais non, il n'y avait pas d'espace, comme tu disais. Là, Québec était à 4 sa ligne bleue. Saint-Georges était à 3. Donc, on jouait très, très hermétique. On ne voulait pas donner le centre, justement, parce que je pense que tout le monde le sait que si tu donnes un peu d'espace à un peu n'importe qui dans ces deux équipes-là, sont capables de te faire mal. Fait qu'on voulait limiter les chances. Là, puis c'est de voir jusqu'à quel point dans cette série-là, les deux équipes vont être capables, justement, de garder ça fermé. Puis à quel point, à un moment donné, il y en a un des deux qui va devoir ouvrir aussi. Puis après ça, le restant de la série va peut-être s'ouvrir. Là. Ouais, puis sinon, si on revient sur ce fameux deuxième but, Jean-Michel, parce que j'ai regardé un peu les réseaux sociaux du côté de Québec après la rencontre, puis on était un peu confus, on se demandait un peu pourquoi ce but-là était accordé. Je pense qu'on va résumer ça tout simple. Je pense, je dirais pas l'erreur, mais je pense que l'élément qu'il faut tenir compte, puis que ça fait en sorte, la raison pour laquelle le but a été accordé, c'est que l'officiel a donné le but. Parce que pour les gens qui ne sont pas trop familiers avec les reprises vidéo et tout ça, lorsque tu prends une décision du côté de l'officiel, il faut que tu aies des images qui prouvent hors de tout doute le contraire pour pouvoir renverser la décision. Et malheureusement, on n'avait pas ces images-là. C'était un peu flou. Lorsque Chabot a tiré, il y avait un joueur qui passait aussi en même temps lorsqu'il l'a frappé. Fait qu'on n'a comme pas vu la rondelle partir. Puis à un moment donné, on la voit apparaître près du poteau ou slash la paroi qui contourne le filet. Là, les gens disent que ça aurait possiblement frappé l'intérieur de cette paroi-là. Donc, techniquement, la rondelle aurait traversé la ligne des buts et ça aurait été un bon but. Mais malheureusement, on ne pouvait pas confirmer à 100%. Du moment où l'officiel avait fait un signe qu'il n'y avait pas de but, ce but-là n'aurait été jamais accordé parce que d'un bord ou de l'autre, on ne pouvait pas dire si la rondelle avait rentré ou pas, mais ça revient au fait que l'officiel a accordé le but en partant. Donc, à ce moment-là, on n'avait pas de preuve là, irréfutable de renverser le contraire. Donc, c'est pour ça que le but a été accordé. C'est tout simplement ça, parce que s'il avait fait le signe de pas de but, je pense pas que ce but-là aurait été accordé. Je ne sais pas ce que tu en penses, là, mais moi, Ouais, je selon suis moi, les d'accord. images n'étaient pas assez évidentes pour dire s'il y avait but ou pas. Ça découle de la décision de l'officiel au départ. Là. Ouais, je suis d'accord. Puis, je pense qu'on l'a dit aussi dans l'onde, là. On n'était pas trop certains. Tu disais qu'il était pas bon. Moi, je me disais, écoute, à toutes les fois qu'on pense qu'il est pas bon, il est bon. Puis à toutes les fois qu'on pense qu'il est bon, il est pas bon. Et Fait ça a que, encore été le cas. c'est ça. Fait que, à un moment donné, moi, mon jugement, mais oui, c'est 100% à cause que l'arbitre a donné le but au début, puis qu'il ne pouvait pas le renverser. Puis, encore là, je me demande si on avait eu les caméras derrière des filets, si ça avait Ouais. vraiment changé quelque chose. Parce que, tu vois à l'extérieur, mais tu vois pas le devant. Fait que là, il manque une caméra. Il manque une Au-dessus. caméra au-dessus. Il manque la caméra ou la ligne bleue pour le offside. Il manque la caméra en haut du but, dans le but, mettons. Fait que, c'est sûr qu'on n'a pas le système, on n'a pas le système de la Ligue nationale, là, on s'entend là. Mais à certaines places dans la Ligue, à Thetford notamment, puis à Sorel, ils ont leur caméra en arrière, donc ça te donne un autre angle. Puis je pense qu'il va falloir que ça arrive partout dans la Ligue nord-américaine là, pour que ce soit standardisé parce que ça peut justement jouer là, sur des controverses comme ça. En saison, tu sais, ça va crier, ça va chialer, puis ça va passer à d'autres choses le lendemain. Mais en série, quand tu te fais battre comme ça, puis mettons que c'est un match-set, ça se peut qu'il y en a qui le naissent sur le cœur plus longtemps parce que c'est des gros revenus rendus en série que tu vas perdre si tu te fais battre dans ce genre de situation-là. Non, puis en plus, c'est un match ultra serré. Tu t'enlèves ce but-là, mine de rien, c'est 1-1. Là. Je veux dire, Ben, je c'était veux pas un dire que zéro c'est. jusqu'à la fin, puis après ça, ben, est-ce que Québec enlève leur gardien de but, blablabla, tu Ben, sais. Fait ça, que ça change un peu justement la loi de la rencontre. Là, mais tu sais, ouais. comme tu as mentionné, je veux dire, ça ne veut pas nécessairement dire que Québec aurait marqué un peu plus tard non plus là, en enlevant leur gardien de but, mais tu laisses ça 1-0, l'espoir est pas mal plus grand que lorsque tu perds 2-0. Là, c'est la logique. Là. Ouais. Mais non, je suis d'accord avec toi qu'il faudra. Je sais que c'est du but, c'est de l'argent aussi à mettre là-dedans. Mais je pense que c'est la prochaine étape là, du côté de la Ligue d'avoir sans dire d'avoir la régie de la LNH, là, je veux dire, c'est pas ça que je demande, mais tu sais, des caméras aux endroits les plus clés, là, comme tu as mentionné, la ligne bleue pour les hors-jeux, ou sinon une caméra au-dessus du filet pour mieux voir si la rondelle là, entre dans le fond du filet là, ou pas. Je pense que c'est pas mal les deux priorités au niveau des caméras là, pour justement s'assurer d'avoir plus d'angles possible.
On s'arrête un petit peu, Maxime. On va mettre la table pour le match demain et on va peut-être faire un survol, un survol aussi, pardon, de ce qui s'est passé hier dans la Ligue nord-américaine. Vieillir, ça a toujours été une peur, une angoisse à laquelle il ne fallait pas que je pense. Aujourd'hui, ça a complètement changé. Moi, aujourd'hui, je regarde quelqu'un de 60 ans, là, puis je fais, tu le vois-tu, lui, là? Et lui, là, ses enfants sont en appart depuis un esti de bout, mon chum. Avec mes 2 enfants, je suis allé voir un conte lu par une drag queen. Ça vient avec certains défis. Après, dans mon cas, par exemple, il fallait que j'explique à mes enfants que mes tantes au Saguenay sont pas des drag queens. On est de retour pour la deuxième partie de cet avant-match et normalement on fait ça 2-3 jours avant, donc je me suis un petit peu embêté moi-même. J'ai fait un fourche-langue, donc pardonnez-moi. Le match de ce soir au complexe de l'ancienne Lorette, à 19h si je ne me Oui. trompe pas, le début de la rencontre, donc un petit peu plus tôt que d'habitude. Puis la semaine prochaine, c'est 20h30, donc là on est plus dans les heures du Seigneur 3A. Mais bref, mettons la table pour la rencontre de demain à Québec. Ce soir. Vraiment, Ce Maxime. soir, Jean-Michel. Ce soir. C'est bon. Le café n'est pas encore rentré. Mais j'allais dire plutôt, ce soir, Maxime, j'ai hâte de voir comment on va sortir à Québec parce que c'est, c'est difficile de jouer à Québec. Quand, en tout cas, on a été à Québec, tu sais, c'était pas la plus grosse formation que Québec avait. Il n'y avait pas beaucoup de gens dans les estrades. C'est difficile de jouer dans des arénas des fois quand il y a un petit peu moins d'atmosphère, quand c'est un petit peu plus vide. J'ai hâte de voir, première des choses, la réponse des gens de Québec demain et justement comment on va réussir à garder notre concentration, pardon, dans cette rencontre-là. Moi, j'ai hâte de voir aussi quel sera le pourcentage de partisans de chaque équipe dans les estrades parce que je pense qu'il y a bien des gens de Saint-Georges qui vont monter à Québec aussi là, ce soir. Et il ne faudrait pas que du côté de Québec, que ça devienne un peu un centre sportif La Croix-du-Til euh, pour eux, puis que ce soit majoritairement des partisans là, du Cool FM qui se retrouvent là-bas. Je pense que du côté de Québec, on a besoin de l'appui des partisans. C'est sûr que c'est pas évident parce qu'on doit rivaliser avec les remparts, entre autres. Là. Je ne sais pas s'il y a un match aussi en même temps là, ce Ils ont soir joué hier, là. ouais, ils ont joué hier, donc je ne sais pas si ce soir il y a un match des remparts, mais je sais que la ville de Québec est pas mal attachée aux remparts, là, entre autres, donc des fois c'est difficile d'aller chercher ces partisans-là. Mais non, j'espère du côté de Québec qu'on va répondre à l'appel puis qu'on va avoir un amphithéâtre là, plein là, pour ce match numéro 2 là, parce que je pense que Québec va avoir besoin de l'appui de ses partisans parce qu'il fallait qu'on tombe dans 0-2 dans la série. Je ne veux pas donner la victoire au Cool FM après juste un déficit de 0-2, mais disons que ça va être très difficile de remonter la pente, surtout qu'on revient à Saint-Georges pour le match numéro 3 vendredi prochain. Donc, du côté de Québec, ça la prend ce soir là, pour égaliser la série. Ouais, puis on en parle là, des fans de Québec, mais mon Dieu qu'ils ont été bons, les fans hier de Saint-Georges, 1400, là, à peu près 1436, si je me rappelle bien, mais j'avais l'impression qu'on était 2000, 2005, là, tellement bruyant. Cette foule-là n'avait pas été reconnue dans les dernières années pour être très, très bruyante, mais depuis que ça recommence à bien aller, depuis quelques années, là, on les a vraiment derrière nous, donc vraiment, vraiment plaisant de les avoir. Donc, tous ceux qui étaient là hier, qui nous écoutent, merci d'avoir été encore là. D'une certaine façon, ils ont fait la différence, justement, quand on a crié le nom à Auger, là, ça résonnait. Et, je pense qu'on n'a pas encore parlé, mais il faut en parler de cet arrêt-là. Là. Sébastien Auger et Tristan Côté-Gazdan vont jouer des matchs exceptionnels là, hier soir. Ouais, c'était un très bon duel de gardiens. Puis, comme j'ai mentionné, je pense que ça va être pas mal ça pour toutes les séries. Mais là, la question qu'on se pose, Jean-Michel, puis là, pendant qu'on enregistre, on n'a pas les détails des alignements et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on la pose. Mais évidemment, quand vous allez écouter l'avant-match, vous allez avoir probablement la réponse déjà. Mais est-ce qu'on y va encore avec Auger? Est-ce qu'on fait un système d'alternance? Qu'est-ce qu'on fait avec Philippe Cadorette? Toutes ces questions qui. Comme on l'a répété, c'est un beau problème du côté du Cool FM. Mais avec la performance de Auger hier, c'est un peu dur de le tasser, mais en même temps, tu veux garder Cadorette aussi prêt au cas où qu'on a besoin de lui. Comment on gère ça du côté du Cool FM? Toi, c'était Kevin Cloutier pour les gardiens de but. Ah, écoute, si j'étais Kevin Cloutier, je voudrais pas être Kevin Cloutier présentement là, pour cette Ouais, situation-là. c'est un bon point. Je voudrais pas l'être. Tu sais, j'ai fait, on en a parlé dans la dernière semaine, là, j'ai fait mon vidéo des meilleurs moments du Cool FM la semaine dernière. Si vous voulez aller voir ça, c'est sur la page des fans du Cool. Là, ça dure 13 minutes, là, donc il y en a pour tous les goûts. Mais quand j'ai fait le montage, là, j'en ai vu des murs et des pas mûrs de Cadorette et d'Auger. Puis dans ma tête, ça a été sans aucun doute. C'est rien contre Philippe, mais c'était Sébastien qui était l'homme de confiance dans cette équipe-là. Il a traîné l'équipe au début de la saison. Pas que Cadorette n'avait pas des bons matchs, mais
Auger volait des matchs en début de saison, puis après ça, McAdoo a commencé lui aussi à voler des matchs. Puis je me suis dit, faut que tu y ailles avec Sébastien Auger, après tout ce qui s'est passé dans cette organisation-là, après la saison de l'année dernière qui a resté, qui a quand même gardé cette équipe-là sur ses épaules. Avant Noël, il n'y avait pas une défaite encore. Sa moyenne est descendue à cause des 3-4 mauvaises rencontres que Saint-Georges ont eues, mais c'était un no-brainer pour moi, c'était un non-sens de ne pas commencer avec Auger. Et je pense qu'on va y aller avec Philippe Cadorette pour la première fin de semaine. Et la semaine prochaine, on verra. Peut-être qu'on va continuer à alterner. Tu sais, je veux dire, Tedford se sont rendus en finale avec leurs deux gardiens, là, avec Cadorette et Leclerc en le faisant comme ça. Puis l'année dernière, Marcoux a gardé la plupart des matchs, mais à un moment donné, Leclerc a dû embarquer aussi parce que Marcoux s'est blessé. Fait que tu sais, de ne pas faire garder ton gardien de but pendant 3, 4, 5, 6 semaines, il a beau faire des périodes de réchauffement, là, c'est pas la même. En tout cas, pour Philippe Cadorette, c'est pas pareil une game qu'une période de réchauffement, mettons, là. C'est pas le même degré d'intensité, là. Mais je pense qu'on doit y aller. On devrait y aller pour Roger, pour les raisons que tu as nommées, qui était très chaud et qui a donné une très bonne performance. Mais de l'autre côté, pour garder Cadorette chaud aussi, je pense faut y aller avec Cadorette aussi. Fait que je pense qu'il n'y aura pas de mauvaise décision finalement. Mais d'après moi, on va y aller avec Cadorette. Ben écoute, on va voir la réponse dans quelques instants. Jean-Michel, si tu veux bien, on va faire un petit tour d'horizon de ce qui s'est passé aussi ailleurs dans la Ligue nord-américaine hier, parce qu'évidemment, c'était programme complet, là, toutes les équipes qui débutaient leur série hier. On a eu droit à toutes sortes de rencontres. On va commencer par elle qui, mon Dieu, qui était très offensive, alors que les Pétroliers de Laval qui ont remporté ça 7-6 en prolongation contre le Bataillon. Mais le Bataillon qui a pris les devants, je pense, 2 ou 3 fois dans la rencontre. Mais on n'a pas été capable de closer du côté de la formation de Dominique Lapensée. Et lorsqu'on regarde du côté de Laval, c'est sans, je ne veux pas tirer des roches à personne, mais ça va prendre des meilleures performances devant le filet parce que oui, on s'en est sorti avec une victoire de 7-6, mais ça ne sera pas toujours le cas, surtout pas si on avance de plus en plus en série et que le degré de difficulté des équipes contre lesquelles on va affronter va être plus grosse. Hier, Pagliarulo, à un certain moment, là, c'était 6 buts accordés en 17 lancés. Tu ne peux pas avoir des performances de la sorte là, d'un gardien de but si tu espérais là, faire un bon bout de chemin en série. Je pense que il a connu des bons moments, là, Pagliarulo, là, cette année. Il faut revoir ce Pagliarulo-là qui était plus dominant vers la fin de la saison parce que celui qu'on a vu hier, ça me laisse penser qu'on va peut-être envisager aussi un système d'alternance là, du côté de Laval avec le deuxième gardien de but, là, Edjov. Ouais, puis tu sais, Richer-Boutillier à Saint-Hyacinthe, ça veut pas dire que ça va être Boutillier toute la saison. Là. Il était rendu avec les séries, il était rendu avec le même nombre de pourcentage d'arrêt et d'efficacité que Boutillier. Je pense que c'est l'expérience à un moment donné qui a échappé à Saint-Hyacinthe, peut-être d'une certaine façon, l'expérience en général de l'équipe tout ensemble versus Laval, ça fait longtemps qu'ils jouent ensemble. Puis ils ont beaucoup, tu sais, je veux dire, ils ont rajouté Kennel, c'est un gars de série, Alexandre Kennel. Champagne a beaucoup d'expérience en général dans le monde du hockey. Yannick Diffus a de l'expérience. Fait que, tu sais, ça calme un banc à un moment donné aussi. Donc, je pense que c'est vraiment juste l'expérience en général de gagner qui a fait la différence dans cette rencontre-là. Mais aussi, il va falloir que les deux gardiens soient meilleurs et que les défensives se resserrent. Parce que ça n'a pas brassé tant que ça là, non plus. Il n'y a pas eu des 2 minutes. Il y a peut-être eu des mises en échec percutantes qu'on n'a pas vues, mais Ouais. en termes de brasse camarades puis de bagarre et tout ça, je dois admettre quand même que ça a été assez relativement tranquille. Là. Il y a eu quelques obstructions, quelques pénalités pour Rudess après le sifflet, mais il y en a eu comme 2-3. Là, donc il y a deux choses aussi. Ça a quand même été assez tranquille. Là. Il y a 2 choses aussi. Laval ont marqué 2 fois en désavantage numérique. Fait qu'il ne faut pas que ça arrive ça, du côté de Saint-Hyacinthe. Il ne faut plus jamais que ça arrive. Puis 2 fois trop de joueurs sur la glace, dont une en prolongation. Donc, tu enlèves les 2 buts en désavantage numérique. Tu viens de régler le problème du côté de Saint-Hyacinthe. Fait que c'est juste d'être meilleur dans les unités spéciales, finalement. Si on se regarde rapidement, là, tu parlais tantôt d'Alexandre Kennel là, qui est là. Il y a eu 2 points hier. Joël Caron, toute une rencontre, là, 1 but, 4 passes, 5 points. Brennan Hamelin, un tour du chapeau, 3 buts, 1 passe. Les canons se sont levés. Oh, oui, les gros canons se sont levés du côté de Laval. Sinon, du côté de Saint-Hyacinthe, l'offensive est surtout passée par Nathan Hodgin, là, qui a eu 1 but, 2 passes. Kevin Domingue, 2 buts, 1 passe. Et Vincent Milo-Ouellette, qui a récolté 2 buts dans la victoire. Sinon, surprise du côté de Thetford Mines, Jean-Michel, les 3L qui vont chercher le premier match de la série. Une belle victoire là, de 4-2. Et après la rencontre du Coup FM dans le vestiaire, on avait écouté le point de presse là, de Bobby Barry et il n'était pas satisfait du tout
la façon dont l'équipe s'est comportée en troisième période dans ce match-là, alors qu'on a accordé, là, ça a été en fait, c'était 1-1 après 40 minutes de jeu. Et ensuite, on a accordé 3 buts là, en troisième période et ça a coûté en fait là, le match là, du côté de l'Assurantia. En tout cas, que t'aimes Bobby ou que t'aimes pas Bobby Barry, tu peux pas lui dire qu'il a pas un franc-parler. Sortir de même, par exemple, match 1 puis planter tes joueurs, je sais pas, tu sais, mais en même temps, s'il l'a dit en ondes, il doit l'avoir dit dans la chambre. Fait que les gars savent à quoi s'attendre de toute façon du côté de Bobby Barry. Mais Rivière-du-Loup vont être surprenants cette année, je pense. Tu sais, il y a des gens qui me posaient la question qui pourrait surprendre, puis je pense que Rivière-du-Loup ont vraiment tous les éléments pour pouvoir surprendre. C'est une équipe qui joue peut-être pas une game très excitante, là, mais c'est efficace, puis ça fonctionne. Donc, puis de gagner à Thetford, on le dit tout le temps, là, c'est jamais facile. Donc, aller chercher la première à Thetford, mission accomplie du côté de Rivière-du-Loup. Puis il faut gagner à Thetford ce soir à Rivière-du-Loup. Puis on était habitué dans le passé avec Rivière-du-Loup d'avoir comme 2 joueurs là, vedettes, si on veut, en Maxime Saint-Cyr et Loïc Marcotte qui récoltaient la majorité des points. Puis on se disait tout le temps, oui, mais il manque cette production-là secondaire du côté de Rivière-du-Loup. Hier, 10 joueurs différents ont récolté un point dans une victoire de 4-2. Là. Fait que c'est vraiment tout le monde qui a mis la main à la pâte là, pour aller chercher cette victoire-là. Sinon, aussi bon départ là, pour Étienne Montpetit qui était devant le filet, qui a fait face à 35 lancés, accordé seulement 2 buts. Étienne Marcoux, ça a été moins occupé, là, 26 tirs reçus, 4 buts accordés. Donc, il faut peut-être resserrer un petit peu la vis également là, devant le filet là, du côté de l'Assurantia si on veut rebondir ce soir là, à Rivière-du-Loup. Et sinon, la dernière rencontre là, qui avait eu lieu, c'était du côté de Sorel, une victoire de 5-2 du côté des Éperviers. N'ont pas vraiment été inquiets. Il y a eu une petite remontée du côté de Jonquière là, en troisième période, mais on a mis fin assez rapidement à ça avec 2 buts par la suite là, pour emporter ça 5-2. Mais ce qui me saute aux yeux, c'est que il y a quand même là, 4 buts dans ce match-là qui ont été inscrits en avantage numérique des deux côtés. Donc, il faudra rester plus discipliné du côté des deux équipes, surtout Jonquière, que eux, leurs 2 buts, ça a été inscrit à 5 contre 4. Donc, du côté de Sorel, là, la clé est assez simple. Là, si on veut se donner des meilleures chances, il faudra éviter le banc des pénalités. Là. Si je me trompe, Bérubé, t'es pas là? Je vais regarder. Attends un petit peu. Le gardien qui était d'office, c'était Alex Bureau qui était devant le filet du côté des Marquis, qui a bien fait. 33 tirs reçus, accordé 5 buts dans. Il a quand même fait face à plusieurs tirs. Desrosiers, lui, ça a été plus tranquille un petit peu avec 28 lancés, accordé 2 buts. Mais non, effectivement, Bérubé n'était pas là pour le match numéro 1. Donc, ça aussi, ça peut paraître, effectivement. Là. Donc voilà, c'est une des réponses pourquoi peut-être Sorel sont sortis avec cette victoire-là. Mais écoute, 2 machines offensives. Manque peut-être un peu de joueurs défensifs dans la défensive de Jonquière. On a peut-être un petit peu des défenseurs polyvalents, défenseurs offensifs, mais on a un petit peu moins de défenseurs purs, là, des Alan Caron, mettons, des Bellépelletier. Donc, c'est peut-être un peu ça qui peut faire défaut. Mais encore là, du côté de Jonquière, il y a tellement d'offensives qu'on est capable de revenir. Puis, Bob Desjardins va devoir faire les ajustements contre Christian Deschênes. Sinon, si on regarde là, pour les performances, là, c'est Gabriel Paquin-Boudreau qui était le meilleur là, avec un but, 2 passes. Il y a également Antoine Boyquet qui a récolté un but, 1 passe dans la victoire. Du côté de Jonquière, les buts qui sont venus des bâtons de Joey Rattel et Marc-André Terrien. Donc, grosso modo, si on regarde la vue globale des séries, eh bien Saint-Georges qui mène 1-0 sur Québec. Sinon, Rivière-du-Loup, Sorel et Laval qui eux aussi mènent 1-0 là, dans leurs séries respectives. Et tout le monde joue leur match numéro 2 ce soir. Donc, on pourrait déjà voir des tendances là, dans certaines séries là, après les rencontres de ce soir. On va laisser Jean-Michel, lui, prendre la place du côté de la web diffusion. Si vous voulez nous retrouver, nous, on va être en direct du 103.5 Cool FM dans quelques minutes. Alors, Maxime, merci, c'est toujours agréable et on se revoit ce soir dans quelques minutes, on sera à côté de l'autre. C'est ça, exactement. Donc, merci d'avoir été là pour l'avant-match numéro 2 du Cool FM face au National de Québec. Et on se reparle, nous, la semaine prochaine.